Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que la CEDEAO a fait beaucoup de mal à la Guinée-Bissau? Bon, je préfère dire que la CEDEAO a une responsabilité envers le peuple bissau-guinéen. En janvier et février 2020, et la CEDEAO a dit qu'en face du danger de la pandémie, que le pays a besoin d'avoir un interlocuteur. Donc, ils ont reconnu Sissoko comme vainqueur des élections présidentielles. Ils ont demandé qu'il respecte aussi le gouvernement qui était en place, qui était issu d'une élection législative. Dès que confirmé comme président de la République, Embalo démissionne le gouvernement en place, il a créé un gouvernement de son initiative. Et là, on attendait la CEDEAO qui n'a rien fait. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Domingos Simões Pereira, chef de file de l'opposition bissau-guinéenne, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez appelé à la paralysie de votre pays le 26 février dernier pour contester le maintien au pouvoir du président Embalo après le 27 février, date que vous considérez comme la fin de son mandat. Le 27 février est passé, nous sommes aujourd'hui le 7 mars et le pays continue de fonctionner. Si je veux faire une petite référence biblique, est-ce qu'on peut dire que vous avez prêché dans le désert comme Jean-Baptiste? Bon, cela me semble un peu dur, mais je pense qu'avant tout, il faut corriger. Je ne suis pas un ancien président de l'Assemblée, je suis le président de l'Assemblée. Enfin, qui a été dissoute. L'Assemblée peut être dissoute, mais le président de l'Assemblée et le député continuent jusqu'à l'élection des nouvelles représentants du peuple. Je me réfère au fait qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale. Quand on dit les dissous, c'est qu'il n'y a pas d'Assemblée. Oui, mais même quand on proclame la dissolution du Parlement, les membres du Parlement continuent. Le président de l'Assemblée, qui a été élu parmi ses pairs, continue aussi. Très bien. Bon, mais pour arriver à votre question, je ne pense pas qu'on a appelé à la paralysation. Ce qu'on a appelé, c'est au peuple bissau-guinéen de se rendre compte qu'on est arrivé au terme du mandat du président. Il cessait de le traiter comme président de la République. De dire, d'être conscient qu'à notre avis, chaque mandat est en soi-même une sorte de transition. C'est-à-dire, M. Embalo, à partir du 27 février 2020, il a eu le mandat de mener la gouvernance du peuple bissau-guinéen. Il a décidé de faire de la façon comme il a fait. On est arrivé au terme de son mandat sans qu'il soit capable de remplir tous les dispositifs constitutionnels qui doivent être appliqués. Donc c'est pourquoi on dit qu'il est en dehors du jeu démocratique. Il faut qu'on accepte et on soit déterminé à l'application des dispositifs constitutionnels pour revenir à la normalité. Et le président a annoncé sa candidature. Il compte poursuivre son mandat jusqu'à l'automne prochain. Que comptez-vous faire désormais? Est-ce que vous envisagez de boycotter les élections ou vous comptez présenter un candidat? Non, écoutez, vous savez, M. Embalo essaye de mettre la question de sa candidature comme une des questions. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Personne ne conteste son droit. Il a encore le droit. En tant que citoyen, de se présenter comme candidat. Ce qu'on dit, c'est que suivant notre Constitution, son dernier jour de mandat, le 27 février 2025, devait être déjà le jour d'inauguration du nouveau président. Ce qui veut dire que 3 mois auparavant, il devait déjà réaliser des élections. Mais lui considère que son mandat débute à la date de l'annonce de la décision de la Cour suprême, donc en septembre. Mais vous savez que ça ne doit pas être ce qu'il considère ou ce que moi je considère. Il doit être ce que la Constitution considère. Mais les juristes il a prêté serment le 27 février 2020. Et à partir du 28 février, il a posé des actes en tant que président de la République. Est-ce que le 4 septembre,
il a prêté à notre serment? Deuxième, comment on va encadrer tous les dispositifs qu'il a pris en tant que président de la République à partir du 27 février? Une autre question, même si on considère le 4 septembre, est-ce qu'on réalise des élections après la fin du mandat ou on le fait avant la fin du mandat? Donc tout ça démontre qu'il y a une contradiction évidente. M. Embalo n'est pas dans le dispositif de respecter notre Constitution. Il est dans une logique de force. Il pense qu'il a le soutien des forces armées, il peut faire ce qu'il veut. Et donc là, vous l'appelez à démissionner aujourd'hui? Non, on ne l'appelle pas, il n'a pas besoin de se démissionner, il n'est pas président de la République. Il arrive au peuple bissau-guinéen de se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui n'a pas utilisé, qui n'a pas respecté notre Constitution, qui est en dehors du jeu politique. Il faut que les organes de souveraineté qui sont vocationnés à cela puissent réunir les forces vives du pays. Qui, par exemple, qui peut diriger le pays alors si, selon vous, il n'est pas légitime? Les partis politiques. Les partis politiques. Vous voyez qu'il n'y a pas une vide au niveau de notre Constitution. La Constitution prévoit, en cas d'empêchement soit transitoire, temporaire, soit définitif, qui remplace le président de la République. Deuxièmement, la commission permanente de l'Assemblée nationale populaire qui rassemble l'essentiel du corps politique. Qui est l'équivalent du bureau de l'Assemblée nationale, c'est oui, ça? Oui. Cela est un organe qui a la vocation, et c'est ça qu'on demande, qu'il soit capable de converger dans une plateforme de dialogue toutes les forces vives, être capable de saisir une date consensuelle pour la réalisation des élections dans une ambiance qui assure la transparence du procès. Domingos, quelle analyse faites-vous de l'expulsion de la mission de la CEDEAO par le président Embalo dans votre pays le week-end dernier? Vous savez, avant de dire qu'est-ce que je pense de cela, il faut encadrer l'importance de la CEDEAO. Notre dernière élection présidentielle était en décembre 2019. Juste après ces élections, il y a eu un contentieux électoral dans lequel la commission électorale et la Cour suprême avaient deux avis complètement différents. La CENI a proclamé un résultat qui donnait M. Embalo comme vainqueur. La Cour suprême n'a pas reconnu ces résultats en face de notre recours parce que la Cour suprême a demandé le PV d'appurement des résultats qui n'existait pas. Je rappelle que vous étiez candidat face au président Embalo en 2019 aussi. 2019. Bon, si vous rappelez ça, il faut dire qu'en premier tour, c'est moi qui étais... Effectivement. OK. Bon. Et qu'après, un des pays membres de la CEDEAO a décidé de rassembler tout le reste des candidats pour soutenir M. Embalo. Donc il y a eu dans la foulée une reconnaissance de la part de la CEDEAO, de la présidence. Mais c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ce n'est pas la reconnaissance de la présidence, c'est une décision, un communiqué. C'est un communiqué de la CEDEAO qui a fixé, qui a mis fin au contentieux, en reconnaissant Embalo comme vainqueur des élections. Et il sera dans la foulée même président de la CEDEAO. Il va assurer pendant 2 ans la présidence de la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que la CEDEAO a fait beaucoup de mal à la Guinée-Bissau? Bon, je préfère dire que la CEDEAO a une responsabilité envers le peuple bissau-guinéen. Parce qu'il a pris une responsabilité à l'époque, la question était le Covid, si vous vous rappelez. On était en janvier-février 2020 et la CEDEAO a dit qu'en face du danger de la pandémie, que le pays a besoin d'avoir un interlocuteur. Donc, ils ont reconnu Sissoko comme vainqueur des élections présidentielles. Ils ont demandé qu'il respecte aussi le gouvernement qui était en place, qui était issu d'une élection législative. Dès que confirmé comme président de la République, Embalo démissionne le gouvernement en place, il a créé un gouvernement de son initiative. Et là, on attendait la CEDEAO qui n'a rien fait. Donc, si cette fois, avec ce que vous venez de mentionner, le renvoi de la mission,
la CEDEAO continue en silence que je trouve très bruyant. Il est en train de manquer encore une fois au peuple bissau-guinéen. Et ça, c'est très grave. Selon certaines informations, le président Mbalo vous accuse d'avoir rencontré ces derniers jours le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Est-ce que vous confirmez ces propos? Non, cela n'a jamais arrivé. Ça, c'est des mensonges d'Mbalo qui rêve des choses. Vous savez, lui, chaque fois, il y a un jour quelqu'un qui m'a dit que si le soleil se lève, c'est moi. S'il y a du pluie, c'est moi. Mbalo a cette fixation. Vous l'obstinez, vous pensez ça? Complètement. Tout ce qui se passe. Et il y a une seule raison pour cela. Laquelle? Il a la conscience que c'est moi qui a gagné les élections. Il a la conscience que j'ai le support de la majorité du peuple bissau-guinéen. Et justement, vous avez remporté les élections législatives récemment. Vous avez remporté les législatives récemment. Votre parti politique a remporté les élections législatives. Vous êtes arrivé en tête. Vous avez été même élu président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez senti un espoir à ce moment-là au sein de votre pays? Non, vous savez, c'est pas moi. Moi, c'est le moyen qui compte. C'est le peuple bissau-guinéen. Vous êtes le leader, vous portez un projet. Oui, oui. Mais on a réussi quand même à rassembler le peuple bissau-guinéen derrière notre projet, derrière notre vision. Une vision qu'on a présentée au pays et qui n'a pas d'alternative, au moins pour l'instant. En 2015, juste quelques mois de gouvernance, pour rappeler à celles qui n'accompagnent pas tous les jours la Guinée-Bissau, on a commencé pour mettre en place un programme d'urgence. En 7 mois, vous parlez à n'importe quel Bissau-Guinéen, il va vous dire l'électricité qu'on a amenée à des villages qui n'ont jamais connu ça depuis l'indépendance. On a réglé les arriérés de salaire. Il y avait la menace d'Ebola qu'on a pu être prévenir. Et au moment que tout le monde disait, on avait même des critiques qui disaient, mais est-ce que c'est avec un programme d'urgence que vous allez développer le pays? C'est là où on a convoqué nos partenaires internes et internationaux pour lancer notre plan stratégique de développement. Et depuis là, le peuple bissau-guinéen était derrière nous. Vous avez évoqué l'élection de 2023. Ouais. Vous savez qu'un mois avant les élections, Mbalo nous a forcé de changer le nom de notre coalition, les symboles de la coalition. Il y aura fait de campagne sans aucun matériel de campagne, ni même un t-shirt. Il y en a remporté des élections avec une majorité. Que vous êtes le parti traditionnel, historique du pays, qui a si c'est ça quand même lutté. Mais ça va avec. Non, je ne dis pas. Je dis juste que vous montrez un peu la place que vous occupez dans le pays aussi, dans l'histoire de votre pays. Espérez-vous rentrer dans votre pays bientôt? Je suis disponible. Les gens savent. Vous savez, chaque fois que moi je sors du pays, il y a toujours ces rumeurs. Il ne va plus rentrer. Ça, c'est arrivé. Les Bissau-Guinéens savent qu'une fois le moment arrivé pour le combat politique, je serai à Bissau. Vous n'avez pas peur de rentrer chez vous? Écoutez, j'ai quitté Bissau en décembre. Ce n'est pas que j'étais toujours dehors. Non. Enfin, vu la situation aujourd'hui, oui. Vous n'êtes pas inquiet pour vous-même? Non, je pense que, et je dis ça avec toute responsabilité, oui. Je ne pense pas qu'il y a un seul Bissau-Guinéen qui peut se dire qu'il se sent en sécurité en Guinée-Bissau. Mbalo a introduit une logique de violence, une logique de menace. Il a créé une milice autour de lui qui menace les gens, qui saccage les gens, qui fait tout. Prendre des gens en otage. Vous imaginez des membres du Parlement, que par ses propos, il reçoit des coups de fil de Mbalo qui les menacent. Au lendemain, ils sont pris par le ministère de l'Intérieur, interrogés au ministère de l'Intérieur, agressés au ministère de l'Intérieur. Tout ça, il y a des évidences qui sont auprès des institutions qui ont la vocation de le suivre. Et le président Mbalo était en Russie et à Paris récemment. On voit qu'il a une certaine aisance sur la scène internationale et certains disent, mais dans ce contexte, que peut faire encore l'opposition? L'opposition doit continuer à représenter le peuple bissau-guinéen. Parce que là, quand vous dites, il était à Paris, il était à Moscou, ouais. Est-ce que vous ne voyez pas une certaine contradiction là-dessus? Parce qu'en réalité, si vous vous rappelez bien, M. Macron, en tant que président de la France, la Russie comme la menace. Était à Bissau. Ils ont parlé de la situation de stabilité dans la zone ouest africaine.
Juste après, il était à Paris en train de parler de la création d'une force de stabilisation au niveau du Sahel. Au lendemain, il est en Russie. Non, Sissoko Embalo, Umaru Sissoko Embalo, a fait de sa présidence un mécanisme de commerce politique international. Il va à tout part. Il n'y a pas de logique. Si vous cherchez la logique dans ce que Embalo fait, vous serez perdu comme lui. Il appartient à ce monde où tout peut être vendu. Donc il vient en France, il vend l'idée qu'il peut être l'interlocuteur valide de la France qui a du mal à s'entendre avec certains pays dans la sous-région. Donc s'ils ne sont pas au Mali, s'ils ne sont pas au Burkina, peut-être qu'ils seront bien reçus à Bissau. Après il va à Moscou, il fait exactement... C'est peut-être ça sa force, aujourd'hui. Peut-être que c'est ça la force, mais je ne pense pas que ça soit une force en profit du pays. Ce n'est pas une force en profit du pays. Enfin, aujourd'hui, il a une crédibilité sur la scène internationale. Même si ça ne profite pas au pays, il a une vraie assise aujourd'hui sur la communauté internationale. Le fait de pouvoir parler à la fois à Moscou comme à Paris, vu le contexte mondial qu'on connaît aujourd'hui. Oui, mais vous savez que ça, c'est le cas. On voit des gros narcotrafiquants qui sont puissants. Alors on va dire que parce qu'ils sont puissants, on doit célébrer cela. Non, je n'ai pas évoqué ce fait. Okay. On a parlé un peu du manque de crédibilité de la CEDEAO, vu la dernière séquence qu'on a observée ce week-end. Quel regard vous portez sur l'AES aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel? Non, regardez, je commence par la CEDEAO. Ouais. Peut-être que je ferai une observation pour les pays de la EAS. CEDEAO, c'est un espace d'intégration régionale important pour nous. Je pense que les chefs d'État de la CEDEAO doivent cesser d'être défensifs, dans le sens de chaque fois qu'il y a une critique, de dire bon, on essaie de répondre. Non, ce n'est pas ça. Les questions que les États de l'EAS posent, la plupart des citoyens de la CEDEAO posent les mêmes questions. De demander si on va transformer la CEDEAO dans une organisation relevant pour le peuple de cette région, ou bien ça va continuer à être un syndicat des présidents de la République. Alors, au lieu de se cacher derrière les sommets qui se font ici et là, il faut que les questions soient mises sur table, qu'il y ait un dialogue ouvert et approfondi sur des questions. Je donne quelques exemples. Quand les pays de la CEDEAO confrontent la France, par exemple, pour des questions de monnaie, est-ce que cela n'intéresse au reste des pays de la CEDEAO? Quand on pose la question de la présence militaire, que parfois met en cause la souveraineté du pays, est-ce que cela n'intéresse le reste des pays de la CEDEAO? Alors, au lieu d'accepter cette partage, cette fragmentation qui ne donne aucun profit, moi je pense que c'est aussi une démonstration de leadership qu'aujourd'hui, les dirigeants de la CEDEAO reconnaissent qu'il y a des questions vraiment qui ont manqué d'être adressées au passé, qui doivent être mises sur la table pour une discussion sérieuse. Parce que vous voyez, vous me posez la question de l'AES, il y a un sentiment qui est en train de se développer, que celui qui s'approche de l'EAS est en train de confronter la CEDEAO. Il doit pas être ça doit pas être enfin, c'est un peu le constat qu'on a aujourd'hui. Oui, je comprends. Je comprends. Mais moi, je regarde soit le Burkina, soit le Mali, le Niger. Soit le Niger comme faisant partie de notre communauté. Et donc, on a besoin de les incorporer, d'avoir un dialogue sérieux. Vous avez demandé, non, je n'étais pas en contact. Je n'ai pas fait cette visite. Vous n'avez pas rencontré le capitaine Ibrahim. Oui. On s'est retrouvés à Genève pour, je pense que c'était le 148e Assemblée générale de l'OIP, Union interparlementaire. Donc il y a eu une séance globale, après il y a eu une séance sur les pays où les parlements font face à une situation difficile. Donc Guinée-Bissau était dedans, il y a eu une séance de discussion qui a rassemblé tous ces pays.
Merci beaucoup, Domingo Simões Pereira, chef de file de l'opposition, président du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, ancien Premier ministre et actuel président de l'Assemblée nationale. Parce que c'est une situation particulière. Vous savez, quand vous dites chef de file de l'opposition, mais je suis en opposition spéciale, parce que j'ai remporté les 3 dernières élections législatives par majorité absolue. Mais vous êtes l'opposant aujourd'hui du président Mbalo. Oui, mais ça c'est autre chose. Vous savez, c'est ça une autre de nos difficultés. Laquelle? On considère que le président, c'est la référence du pays. Non, on doit dépasser ce niveau. La référence du pays, c'est la constitution de la République, pas le président. Et alors, si on part de cette perspective, on regarde les différents organes de la souveraineté dans une perspective d'équilibre. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être passé sur notre antenne. Merci à Moustapha et à Romain Clicquot-Demecq, directeur des programmes. Portez-vous bien et à bientôt.